L'enfer, vous l'imaginez comment, vous? Personnellement, quand on me dit enfer, j'ai une série d'images très vagues qui me viennent en tête. J'imagine des flammes, de la pierre rouge, peu de lumière, des instruments de torture, des bruits de ferraille. Rien de bien précis. Jean-Paul Sartre, lui, il avait une vision très précise de l'enfer manifestement, puisqu'il a écrit une pièce de théâtre entière sur le sujet. Huis clos a été rédigé en 1943 et c'est probablement sa pièce de théâtre la plus connue. Je préfère vous prévenir tout de suite, c'est pas exactement un texte joyeux et ça aborde un certain nombre de thèmes assez lourds. Voilà, vous êtes prévenus. Maintenant, sans plus attendre, pour découvrir de quoi l'enfer de Sartre est fait, entrons dans le texte. Le premier personnage qu'on rencontre s'appelle Garcin, alors qu'un serviteur le fait entrer dans un petit salon. Garcin demande immédiatement où sont les instruments de torture, on lui dit qu'il n'y en a pas. Il s'étonne de ne trouver ni lit ni miroir dans la pièce. Puis c'est une femme qui entre dans le salon appelée Inès. Elle demande à Garcin où est Florence. Il lui répond qu'il ne connaît pas de Florence. Elle le prend pour son bourreau et il a beau nier, elle n'est pas tout à fait convaincue. Entre enfin Estelle, le dernier personnage. Loin de s'inquiéter de torture ou de la nature du lieu, elle se plaint que la couleur du divan n'est pas en accord avec sa robe. Le serviteur s'en va et les trois défunts sont laissés à eux-mêmes. Estelle révèle qu'elle est morte d'une pneumonie, Inès à cause du gaz. Quant à Garcin, il a pris 12 balles dans la peau. Cherche l'intrus. Estelle refuse de prononcer le mot mort. Elle préfère qu'on parle d'absent. Tous trois ont parfois des visions du monde qu'ils ont quitté. Estelle peut voir ses proches à l'enterrement, Garcin ses anciens amis à la caserne, etc. Alors que la conversation avance, leur vient naturellement la question de pourquoi on a choisi de les mettre ensemble. Estelle suppose qu'ils se connaissaient de leur vivant, de près ou de loin, mais il ne trouve rien qui puisse confirmer cette hypothèse. Pour Garcin, c'est un simple hasard qui les a rassemblés. Inès pense au contraire qu'il y a eu préméditation. Elle s'attend à ce que quelque chose de terrible leur arrive, même si elle ne sait pas encore quoi. La question suivante est plus insidieuse. Même si le mot enfer n'a encore été prononcé par personne, tous semblent savoir exactement où ils sont. Inès demande alors à Estelle quel crime elle a bien pu commettre pour se retrouver là. Estelle proteste qu'elle n'a rien fait de mal, que tout doit être une erreur. Elle prétend avoir eu une vie simple, qu'elle raconte en quelques mots. Mariée à un riche vieillard pour se sortir de la misère, elle avait un amoureux dont elle n'a pas voulu faire son amant, et elle est morte sans faire de vagues. Garcin, quant à lui, se présente comme un héros qui a su garder ses convictions de pacifiste, même alors que la guerre a éclaté. Ceci expliquant pourquoi il a été fusillé. Inès se moque d'eux. Elle sait bien que chacun d'entre eux est un assassin. La pression monte, et Garcin finit par suggérer que tout le monde se taise, afin d'éviter d'aggraver leur situation. Les deux femmes acceptent. Mais après quelques minutes seulement, Estelle rompt déjà le silence en demandant à Garcin une glace pour se maquiller. Elle se fait complètement ignorer et c'est Inès qui se propose pour être ses yeux. À mesure qu'elle l'aide à se remaquiller, elle tente de la séduire. Mais Estelle n'adhère pas du tout au jeu, très mal à l'aise. Frustrée de se voir mise en échec, Inès force Garcin à sortir de son mutisme. Il change alors complètement d'attitude, passant d'une forme de politesse un peu angoissée à une hostilité un peu démente. S'il ne peut pas avoir le silence, il préfère que la vérité éclate. Il avoue avoir torturé psychologiquement sa femme pendant des années, allant jusqu'à se faire servir le petit déjeuner au lit avec sa maîtresse. Le cas d'Inès est assez similaire. Elle était amoureuse de Florence, la femme de son cousin, qu'elle a volontairement manipulée pour lui faire détester son mari, qui est mort écrasé par un tramway. Rongée par la culpabilité, Florence a fini par se suicider au gaz, emportant Inès avec elle. Les deux secrets mis à découvert, il ne reste plus qu'Estelle, mais elle persiste à prétendre qu'il s'agit d'une erreur et qu'elle n'a rien fait de mal. Inès et Garcin ne sont pas dupes. Puisqu'elle refuse de leur dire la vérité, ils essaient d'imaginer ce qui a bien pu se passer. Selon eux, elle avait probablement un amant, mais il était pauvre, et elle l'aurait chassé pour protéger sa réputation, le poussant au suicide. Estelle finit par céder et leur raconte la vérité. Elle avait effectivement un amant qui voulait absolument lui faire un enfant. Elle n'en voulait pas, mais l'enfant est venu quand même, alors elle est montée sur le balcon pour le jeter dans le lac. L'amant s'est tué peu de temps après. Estelle se met à pleurer et Inès essaie de la consoler, et à mesure qu'elle la console, elle essaie une fois de plus de la séduire. Mais Estelle ne fait pas attention à elle, et quand elle le fait, c'est pour lui cracher au visage. Inès finit par abandonner, et Estelle tombe à la place dans les bras de Garcin. Pas de tension romantique entre ces deux-là, tout ce qu'Estelle cherche, c'est quelqu'un pour la trouver désirable. Il se lance dans un petit jeu de séduction, ce qui met Inès hors d'elle-même. Mais même quelque chose d'aussi simple ne peut pas marcher. Garcin n'est pas seulement un pacifiste qui a refusé de combattre, c'est aussi un déserteur. Il a beau être conscient de sa propre lâcheté, il aimerait bien qu'on lui dise qu'il a bien agi, qu'on le rassure. Mais Estelle n'a rien à faire de ces choses-là et lui répond avec désintérêt.
Elle essaie de lui dire ce qu'il veut pour qu'il se taise, sans comprendre de quoi il s'agit. Garcin finit par être dégoûté des deux femmes et cherche à s'en aller. Il appuie sur la sonnette, tambourine à la porte qui ne s'ouvre pas. Il finit par hurler qu'il préférerait être torturé que de rester enfermé là, et ce n'est qu'à ce moment que la porte s'ouvre. Les trois captifs restent un moment stupéfaits devant l'ouverture, mais aucun d'entre eux n'ose sortir. Estelle voudrait cependant mettre Inès dehors et s'en débarrasser ainsi, mais Garcin refuse de coopérer. Il a besoin de garder Inès auprès de lui, parce qu'Inès comprend ce que c'est que la lâcheté, contrairement à Estelle. Il a besoin du regard des autres pour exister, il se sent le besoin de la convaincre qu'il n'est pas un lâche. Pour cette raison, il ne peut ni partir, ni la chasser. Inès est convaincue que Garcin est un lâche, et tant qu'il ne parviendra pas à la persuader du contraire, elle le tiendra comme un chien en laisse. Mais de la même manière, il suffit à Garcin d'embrasser Estelle pour la faire souffrir en retour. Tant que les trois demeurent ensemble, ils sont tenus en échec, ce qui inspire à Garcin la phrase la plus célèbre du texte « L'enfer, c'est les autres ». Estelle se saisit alors d'un coupe-papier et essaie de se débarrasser d'Inès en la poignardant, ce qui n'a bien sûr aucun effet. Et ce n'est qu'à ce moment qu'elle semble vraiment comprendre la réalité de sa situation. Sous le coup de l'émotion, elle part dans un fou rire et rapidement les autres la rejoignent. Puis lorsqu'enfin ils arrivent à reprendre leur souffle, Garcin donne le dernier mot de la pièce. Eh bien, continuons. Cette pièce, c'est un sacré tour de force quand on y pense. Sur le principe, c'est tout simple. On a trois personnages qui ne sont absolument pas faits pour s'entendre. Mais c'est plus facile à imaginer qu'à écrire, et malgré tout, Sartre fait un travail excellent. C'est vraiment fascinant de constater que, quoi que les personnages essaient de faire, ils sont systématiquement mis en échec. Ils ne sont pas capables de se mettre d'accord, de se séduire, de se soutenir les uns les autres, même se taire est un défi impossible. La célèbre phrase « l'enfer, c'est les autres » a valu à Sartre de nombreuses critiques. Mais selon moi, il ne faut pas la prendre au premier degré. Ce n'est pas tant que le rapport à l'autre est systématiquement un enfer, mais c'est un moyen de souligner le fait qu'on a besoin des autres pour exister. Et la manière dont leur regard nous fait exister peut être destructrice comme elle peut être salvatrice. Voilà, après c'est mon interprétation, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Je vais vous laisser y réfléchir, et en attendant, je vais... Oh ? Un tram ?